Cette semaine à notre émission, nous parlons du Festival de la poutine de Drummondville, le Festival d'humour de Windsor, une exposition extérieure itinérante à Richmond et les vendredis au bord du Pit à Val-des-Sources. On vous revient après ceci. Le Festival de la poutine de Drummondville se déroulera du 7 au 9 août prochain. Charles Dubreuil, directeur de la programmation, nous en parle. Bonjour Charles. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, merci. C'est dans les derniers préparatifs pour le Festival de la poutine qui a lieu en fin de semaine? Absolument, on est en montage présentement. Nos équipes savent faire monter scène, éclairage, écran, les poutiniers arrivent tranquillement, ils s'installent. Fait que ouais, c'est une belle journée. En plus, il fait chaud, fait qu'on va s'assurer que nos équipes aient de l'eau et de la glace et du Gatorade. Oui, puis en plus, je pense qu'ils annoncent pas mal du beau temps pour la fin de semaine, hein? Ah, c'est nous autres, on parle jamais de ça. On parle jamais du futur. Vous aimez mieux pas tenter? On regarde la journée d'aujourd'hui. S'il pleut, on met des manteaux, des parapluies. Puis s'il fait chaud, on a de la crème solaire puis de l'eau. Puis après ça, on passe à la journée d'après. Parfait. Charles, tu es responsable de la programmation. Ça prend combien de temps préparer un festival comme ça? Ah, moi, la programmation 2026, j'ai déjà plein d'offres d'envoyer. Le loop, c'est pas annuel. Là. C'est pas comme 3 mois après le festival, je commence la programmation de l'année d'après. Je suis toujours là-dedans. Ah oui. Puis d'habitude, la réponse est bonne? La réponse est aussi bonne que quand l'offre est acceptée, là. Fait que oui. des fois, c'est des longues négociations. Des fois, il y a des conjectures, il y a des conflits d'horaires. Il peut y avoir 1000 raisons pourquoi un item de programmation ne fonctionne pas une année ou une autre. Fait que, ouais, comme IAM, ça fait depuis 2014 que j'essaie de faire fonctionner ça. Ça fonctionne cette année. Fait que, ouais, il y a des trucs qui sont des fois long in the making. Ça prend plusieurs années. Il y a des artistes comme Charlotte Cardin, ça fait depuis 2017 qu'on essaie de produire Charlotte au festival. Puis c'est comme si on avait un curse de conflits d'horaires puis d'autres items. Mais ouais, c'est ça. Fait que la programmation, c'est ça. On part avec un wishlist puis on travaille dessus. Puis ça finit par se construire au fil des mois. Là. Fait que je dirais que c'est peut-être un loop de peut-être 18 mois. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la programmation? Qu'est-ce que les gens doivent s'attendre en fin de semaine? Fin de semaine, on a une programmation assez diversifiée. Tu sais, en headline, on a Talk, Pennywise, I Am, dans les directs supports de la scène L'Auto-Québec. On a Claudia Bouvette, Québec Redneck Bluegrass Project, puis Jay Scott. Sur la scène Hydro-Québec, on fait Soulja, France d'amour, puis mon oncle Serge et Anonymous. Fait quoi, c'est très, très diversifié. On a plein de cool kids aussi, là, Naya Ali, Billy Dupage. Fait que, tu sais, commande de bar, il y a toutes les openings, les premières parties c'est tout du monde vraiment exceptionnel. Fait que, ouais, moi, je suggère aux gens d'arriver tôt, en fait, pour voir les futurs headliners du festival, puis pouvoir se péter les bretelles après qu'ils avaient déjà vu en show quand ils étaient jeunes. Le 7 août, c'est la première journée, la première soirée. Ça commence à quelle heure? Ah, les portes ouvrent je t'avoue que c'est moins mon département, ça. Je pense que les portes ouvrent à 17h. À 17h autour de ça. Puis dans le fond, c'est premier arrivé, premier servi pour être devant la scène, c'est ça? Absolument. C'est rarement un enjeu, là, tu sais. Il y a beaucoup de place. Ouais, c'est ça. Puis il y a 3 shows aussi, là. On le voit, là, tu sais, avec des Simple Plan puis des trucs de même. Là, on va voir vraiment comme les kids sont là à 6h le matin puis ils font je sais pas comment ils appellent ça, là, le gate dash. Là, tout de suite, quand tu ouvres la porte, ils partent en courant puis ils se mettent sur le bord de la porte, de la gate puis ils restent là toute la journée. Là, il faut leur donner de l'eau, sinon ils tombent dans les pommes. Puis il faut s'occuper d'eux autres parce que c'est juste des gens accrochés près une barrière pendant fucking toute la journée. Là, mettons, si on les fait le samedi, les portes ouvrent à 3h. À partir de 3h, sont dans la porte, sont sur la gate, fait que c'est un problème.
Mais ouais, mais ils attendent sur le trottoir depuis 6 heures le matin. Fait que ça, c'est des affaires qui arrivent des fois, mais non, sinon, c'est rarement un problème. On appelle ça des vrais fans, hein? Des fans, ouais, c'est ça. Certains diraient même groupies, ouais. La scène se trouve à quel endroit? Elle est au centre, dans le stationnement du centre Marcel Dionne. Il y a 2 stages. Il y a la scène de l'Auto-Québec, la scène Hydro-Québec, qui jouent en alternance. Ah bon, parfait. Puis ça peut accueillir combien de gens approximativement? Notre plus grosse édition, la plus grosse soirée, je pense, c'était les Cowboys il y a 2 ans. Le dernier show des Cowboys, qui était très émotif. Je dirais qu'il y avait peut-être 11 000 personnes sur le site. Oh wow! Ouais. Fait que vous avez de la place en masse, comme on dit. Ouais, on a de la place. C'est juste qu'il y a des configurations, des fois, c'est ça, il y a des configurations qui sont plus permissives que d'autres. Là, on est dans une configuration où on pourrait facilement avoir 11 000 personnes. Ouais. Si les gens veulent y aller, ils doivent acheter un bracelet, je pense, quelque chose comme ça. Exact. Passeport sur le site web. Il reste quelques passeports pour les 3 jours. J'ai reçu le rapport matin, il n'en reste pas beaucoup pour les 3 jours, mais après ça, il reste des billets pour journalier. Oui, c'est ça. Fait que la programmation, elle est pour toute la famille, dans le fond. Vous en avez pour les enfants, vous en avez pour les ados, vous en avez pour les plus vieux. Oui, pour les enfants, je veux dire, il y a des activités sur le site, mais il n'y a pas vraiment de programmation orientée pour les enfants. On faisait ça avant, on avait des trucs, là, genre les brocolis, des trucs de même, mais on le fait plus parce que c'est juste trop tôt dans la journée pour faire ce genre d'affaires-là. Puis les autres stages sont en soundcheck, fait que ça marchait pas. Mais non, programmation très diversifiée, oui. OK. D'après toi, ça c'est pour faire du favoritisme, ça serait quand le plus gros show? J'ai l'impression qu'il va avoir, connaissant mon Drummondville, là, parce que j'y ai grandi, j'ai l'impression que Pennywise, ça va être une belle soirée. Oui. Parce que Drummondville était une ville très, très punk rock dans les années 90. On avait des 10-foot Pulley, Strong Out, Blink-182, Reset, qui faisaient des shows régulièrement ici puis dans la région. Puis avec le magasin Le Squat, on allait en autobus voir des shows à Montréal. Fait qu'il y a comme une cohorte de quarantenaires qui ont vraiment grandi avec le punk rock. Fait que je pense que c'est un beau cercle qui se complète là, avec la venue de Pennywise au festival. Je pense que ça va être une excellente soirée. I.Am, évidemment, c'est un artiste, c'est des artistes mythiques du rap français. Je pense que ça devrait être une belle soirée aussi. Puis Talk, c'est la révélation canadienne là, de la dernière année. Fait que c'est sûr que les 3 soirées vont être... Mais si j'avais une soirée, mettons, à être dans le pit là, puis attacher mes snacks serrés, ce serait le vendredi avec Pennywise. Puis avec tout ça, bon, c'est le Festival de la poutine. Il va y avoir plusieurs kiosques de poutine. Les gens vont en avoir pour tous les goûts. Absolument. Bon, Charles, écoute, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue-là et on va vous souhaiter un beau festival. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Découvrez les œuvres de Béatrice Multa, une bande dessinée à contenu historique de 44 tableaux, grand format, accrochés au mur. Les textes proviennent intégralement des écrits consignés dans les relations des Jésuites en Nouvelle-France au début du 17e siècle. C'est jusqu'au 31 août au Musée de l'Ardoise de Richmond. C'est le Festival d'humour en plein air vendredi le 8 août à 18h à Windsor. Alors, au programme, Roast Battle, 8 humoristes s'affrontent dans une joute verbale. À 20h, Open Mic, 5 humoristes montent sur scène pour leur meilleure ou leur pire blague. Le gros show se déroulera à 21h15. En cas de pluie, l'événement sera remis. Alors, ça se déroule au 1280 rue Maurice-Bachand à Windsor et l'entrée est gratuite. L'exposition collective et itinérante Bien Traitance est installée dans le parc du Souvenir à Richmond. C'est tout près du pont Mackenzie. Ça se déroule jusqu'au mois de septembre. Marie-Ève Cardin, organisatrice communautaire au CIUS de l'Estrichus, nous donne les détails. Alors, nous sommes en compagnie de Marie-Ève Cardin. Bonjour, Marie-Ève. Bonjour. Ça va bien? Très bien, vous? Oui, ça va très bien. Toi, tu travailles comme organisatrice communautaire au CIUS Estrichus? Oui, dans le Val-Saint-François plus précisément. Dans le Val-Saint-François, parfait. Écoute, Marie-Ève, il y a une exposition itinérante qui se promène en Estrie. J'aimerais ça que tu nous en parles. Ça fait combien de temps?
Dans le fond, on a commencé ce projet-là en 2022. L'objectif, c'était de sensibiliser les gens à la maltraitance envers les aînés. Puis, on s'est rendu compte, dans le fond, avec un comité de citoyens, que souvent, pour parler de maltraitance, on parle aux aînés. Puis là, on se disait comment on peut s'adresser à la population en général. Puis une idée qui est ressortie justement, c'est de faire une exposition itinérante qui va se balader dans les lieux publics, donc dans les parcs où les gens vont jouer en famille, où les gens vont jouer au pickleball. On voulait vraiment toucher la population en général, où les adolescents vont flâner en après-midi l'été. Donc, c'était ça un petit peu le concept. C'était vraiment toucher la population en général en rendant une exposition sur la maltraitance accessible gratuitement à la population en général. Exactement. Là, présentement, elle est à Richemont. Elle est située à quel endroit? Elle est au parc du Souvenir à Richemont. Donc, pour vous situer, là, c'est à la sortie du pont Mackenzie, le pont vert. Là. Le pont vert, OK, parfait. C'est pas un parc hyper populaire, mais c'est un endroit très joli sur le bord de la rivière. Là. C'est bucolique. Il y a des tables à pique-nique d'ailleurs. Oh, parfait. Alors, quand vous avez décidé de faire un projet comme ça prenait des artistes pour pouvoir réaliser ces panneaux-là. C'est ça. Ce projet-là, il est soutenu financièrement par le CIUS de l'Estrichus puis la concertation estrienne en maltraitance. Puis je vous dis ça parce que dans le fond, c'est que au départ, l'idée c'était d'embaucher un artiste qui nous ferait comme une dizaine de panneaux en présentant différentes formes de maltraitance. Puis en réfléchissant avec le comité organisateur, parce que c'est vraiment des citoyens, des partenaires de la communauté qui se sont impliqués dans ce projet-là, en discutant, il y a quelqu'un qui a dit, mais on pourrait aller chercher des artistes. Puis là, dans le fond, de fil en aiguille, c'est devenu un projet beaucoup plus complexe. Et on a vraiment fait un appel à projet d'artistes. Donc, il y a eu 22 artistes de partout en Estrie qui ont déposé leur candidature. On a créé un comité de sélection. On a choisi 8 artistes. L'objectif, c'était d'avoir des artistes qui représentent les différentes MRC de l'Estrie. Oui. Fait que, on voulait ça, puis on voulait aussi que ce soit des artistes qui utilisent différents médiums. Fait que dans l'exposition, on a de la gravure, on a de la photo, on a de l'illustration, on a de la BD, on a de la peinture, fait que c'est varié. Puis on voulait aussi, en choisissant nos artistes, que ce soit des artistes engagés. Donc, que ce soit des artistes qui sont habitués de porter un message. Puis aussi, on voulait qu'ils nous créent une œuvre originale. Oui. On ne voulait pas qu'ils aillent chercher dans leur placard une œuvre. On voulait vraiment que ce soit une œuvre qui était faite en lien avec la maltraitance. Ce fait que les artistes, ils ont tous reçu une formation de Dira Estrie, qui est un partenaire du projet, pour qu'ils sachent mieux c'est quoi la maltraitance. Ah bon, d'accord. Fait que j'imagine que ça leur donnait une idée déjà de qu'est-ce qu'ils voulaient créer. Exactement. Parce qu'il y a un message à passer là-dedans. Oui, c'est ça, parce qu'au départ, on parle de maltraitance, puis souvent, on pense à l'agisme, on pense à la violence, mais il y a plusieurs formes de maltraitance. La maltraitance peut être physique, psychologique, matérielle, financière, sexuelle, organisationnelle. Fait qu'il y a plein de sortes de maltraitance. Fait que ça a ouvert un petit peu leur esprit. Puis certains artistes ont vécu quand même des expériences aussi parce qu'ils ont réalisé qu'ils connaissaient des situations de maltraitance. Soit qu'eux en faisaient, soit qu'ils réalisaient qu'autour d'eux, il y a des gens qui vivaient de la maltraitance ou qui causaient de la maltraitance. Fait que ça a été, pour certains artistes participants, là, les 8 artistes, il y en a certains qui ont vécu des expériences personnelles intenses là, à travers leur moment de création. Ah, fait que, l'exposition, quand on la regarde comme ça, souvent, on a de la difficulté à parler de maltraitance. On ne sait pas comment en parler parce que c'est un sujet tabou, c'est un sujet difficile. On n'a pas de mots pour le dire. Mais à travers l'art, dans le fond, là, ça nous connecte un peu à la réalité de situation, puis ça nous donne une idée de concrètement qu'est-ce que c'est la maltraitance. Puis ça peut donner des mots. Dans le fond, ça peut aider les gens qui visitent l'exposition à en parler avec leurs proches, à trouver les mots, de dire « Ah oui, moi, c'est ça que je vis, en fait. Je suis peut-être victime de maltraitance. » Fait que, tout pour dire que cette exposition-là, on peut penser qu'elle est très lourde.
Tu sais, vu que c'est un sujet lourd, mais non, c'est rempli de lumière. C'est vraiment des belles œuvres d'art remplies d'espoir. Et c'est des découvertes aussi. Oui, parce que les gens peuvent découvrir que, comme tu disais, ils peuvent découvrir qu'il y a quelqu'un qu'ils connaissent qui peut vivre la maltraitance et que peut-être eux autres aussi ont peut-être qu'ils font sans le vouloir ou sans le savoir de la maltraitance ou qu'ils en sont victimes. C'est ça, parce que dans le fond, la maltraitance, elle est partout, là. Oui. C'est pas juste, souvent on l'associe avec les milieux de soins, par exemple, mais c'est partout et c'est souvent dans les résidences privées et c'est souvent caché. Et les gens ont de la difficulté à en parler. Fait que le fait de rendre public une exposition comme ça peut aider les gens à en parler puis à prendre conscience de leur situation. Puis on termine l'exposition avec des références vers les partenaires, là, les services de soutien téléphonique, entre autres. Là. Ah, parfait. Et il y a aussi une façon d'écouter, parce qu'il y a un audio, je ne sais pas comment on appelle ça. Un audio guide. Oui. Ben, on appelle ça un audio guide, là, mais c'est un petit peu original. Dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a publié sur YouTube, dans le fond, sur la chaîne du CIUS de l'Estrichus, on a fait une page pour l'exposition. Fait que là, ce que vous pouvez la regarder de chez vous, hein. L'idée, c'est que vous voyez l'œuvre, puis en audio, vous entendez un narrateur qui explique le processus créatif de l'artiste, puis le lien que l'artiste fait avec la maltraitance dans son œuvre. C'est vraiment très, très intéressant, là. Fait que c'est là où on a des confidences un petit peu aussi. Puis ça, c'est une façon de mieux comprendre les œuvres d'art, puis c'est un accès à la réflexion de l'artiste. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose de très riche. Puis on s'est dit que c'était le fun aussi, par exemple, pour des gens qui vivent en CHSLD, qui peuvent pas sortir ou qui ont vécu une opération, sont pognés à la maison, mais ils peuvent regarder ça de la maison. Ils peuvent voir l'exposition de la maison. Ah, c'est une très bonne idée, ça. Et là, présentement, on appelle ça une exposition itinérante. Est-ce qu'il y a un autre endroit à un moment donné que l'exposition va être déménagée? Oui. En fait, l'exposition, on en a fait 2. Oui. Il y a 2 fois la même exposition qui circule en simultané en Estrie. Donc, actuellement, elle est à Richmond, mais elle est aussi à Mégantic. Ah bon? Pour l'été. À l'automne, elle sera à Cowansville et à Austin. L'hiver prochain, on n'a pas eu de demande pour l'instant, fait que appel à tous. Présentement, elle est à Richmond. Jusqu'à quelle date à peu près? Jusqu'au début septembre. Jusqu'au début septembre. Ouais. Bon, fait que les gens ont encore le temps d'aller le voir. Puis comme on dit, c'est sûr, vous y allez seul ou avec d'autres gens, puis c'est ouvert tout le temps. C'est ouvert tout le temps, c'est gratuit, puis c'est un beau site aussi à découvrir. Oui, absolument. Ben, Marie-Ève, merci beaucoup pour toutes ces informations-là. C'est très intéressant. Puis on va aller voir les panneaux, les œuvres. Cool. Parfait. Ben merci. Merci. À la prochaine. Les vendredis, au bord du Pit à Val-des-Sources, ce sont des chansonniers qui viennent donner un spectacle sous les étoiles, au bord de la mine, à la place de la Traversée. Il y aura des prestations tous les vendredis du mois d'août. L'entrée est gratuite et c'est au 175 rue Jeffrey à Val-des-Sources. Samedi le 9 août, le Ciné dehors vous présente le film québécois Mademoiselle Bottine. C'est au parc derrière le centre communautaire de Saint-Denis de Brompton. Vous pouvez apporter votre pique-nique. L'animation se fera avec nul autre que Mademoiselle Bottine dès 18h avant la projection. En cas de pluie, la projection aura lieu au sous-sol de l'église. C'est ouvert à tous et à toutes et c'est gratuit. Vous êtes invités à apporter votre lunch lors du pique-nique musical dimanche le 10 août à la Maison de la Culture de Racine. Le chansonnier Jean-Marie Langlois se chargera de la musique. Le tout se déroule à l'extérieur sur la pelouse près du presbytère et c'est gratuit. Et en terminant, nous vous laissons avec un court reportage réalisé au Jardin de Jean-Pierre, situé à Sainte-Christine. À la semaine prochaine. Oui, bonjour. Mon nom est Jean-Pierre Devoyaux. Je suis propriétaire du Jardin de Jean-Pierre.
Bon, en fait, c'était une aventure horticole qui a commencé dans les années 75. En fait, pour moi, c'était un retour aux études en horticulture et on avait déjà acquis ce coin de terre ici à Sainte-Christine où on venait régulièrement faire du camping sauvage. Et en 78, on se lançait en affaires pour développer aujourd'hui une pépinière qui s'étend sur une quinzaine d'arbres, dont la culture est en contenant d'arbres, arbustes, conifères d'ornement, ainsi que d'arbres fruitiers. Oui, on a été reconnus, puis le fait que c'était pas évident de se rendre au jardin de Jean-Pierre au tout début, on avait un chemin plein de trous en gravelle, alors les gens, pour se déplacer, il fallait trouver une façon de trouver des végétaux un peu plus spéciaux qui pourraient déplacer des gens, que ce soit de Gatineau à Saint-Jean-Port-Joli, pour venir voir vraiment nos plantes rares, nos cultivars que nous avons développés avec le temps, avec les années. On a reçu d'ailleurs du Jardin botanique de Montréal beaucoup de mérites horticoles pour nos introductions avec les années. Bon, au Québec, c'est pas évident. C'est sûr qu'on n'a pas le climat de la Floride ou de la Californie ou de l'Oregon. Alors, il faut travailler en conséquence. Mais pour faire cette culture, il fallait avoir deux choses. Il fallait avoir des brise-vents, que j'ai, heureusement, des brise-vents naturels, avec tous ces arbres qui poussent autour de la pépinière. Également, il fallait avoir de l'eau. Alors, on a trouvé la façon de pouvoir cultiver en pot pour que les gens, d'abord, puissent planter l'année durant, parce qu'en contenant, maintenant, c'est facile. Les gens peuvent planter quand ça leur tente, quand ils ont le temps. Le suivi, c'est des êtres vivants. Il faut être là 7 jours par semaine, du moins durant la saison de végétation, pour cultiver, pour arriver à développer des variétés en santé pour nos amateurs d'horticulture au Québec. Les gens me disent, mon Dieu, c'est un vrai jardin botanique. Oui, parce que les végétaux qu'on cultive en pot, on les a plantés dans nos jardins et puis on a pu vérifier avec nos hivers durs, avec des moins 25, avec des vents, avec des verglas, avec tout ce qu'on a pu avoir, voir quels c'étaient les végétaux qui existaient et qui passaient bien. C'est ce qui nous a permis d'avoir justement une gamme importante de végétaux et de pouvoir aujourd'hui les en vendre et les faire connaître à travers le Québec et même ailleurs maintenant. C'est surtout familial. Hein? Ici, on a ma fille, on a mon fils, mon épouse, on a le beau-frère, la belle-sœur qui viennent nous donner un coup de main de temps en temps, qui développent la pépinière. Alors, on a aussi quelques étudiants des écoles d'horticulture qui viennent faire des stages, qui apprennent le métier et qui deviennent de très bons pépiniéristes ou de très bons horticulteurs avec les années. Tous les gens sont bienvenus au Jardin de Jean-Pierre, d'avril à novembre. On est surtout depuis une couple d'années, on fonctionne sur rendez-vous. Alors on a de beaux jardins à visiter, des jardins d'essai où il y a des plantes qui sont là depuis près de 50 ans. Alors, les gens peuvent se promener dans nos jardins. Il y a plein de sentiers avec des chaises ou des tables à pique-nique. Il y a tous les accessoires qu'il faut là où ils peuvent se détendre au Jardin de Jean-Pierre, mais sur rendez-vous seulement. Là, ils m'appellent et puis ça me fait plaisir de les recevoir au Jardin de Jean-Pierre.